Bon matin, tout le monde. Alors, je vais attendre que quelques personnes arrivent. Je suis tout content d'être avec vous autres ce matin. Très content d'être là. Allô, Cathy? Ah, Francine, sur le bord de son lac qui est là. Allô? Ah, Cindy, wow, bon matin! Wow, on a travaillé ensemble à Toronto. Quelle joie de te savoir là. Youpi! Allô, Lucie? Salut, Pierre! Alain! Vous allez voir les membres de la Maison des leaders que je vais redonner dans le fond des belles découvertes qu'on a déjà reçues. Alors, ça va être le fun de les réentendre. Jean-François. Allô, Annie! Oh, content de te voir. Paul. Floriane. Bon matin, Pierre. Allô, Maria. Bienvenue. Oh, ben, Pépin, la bulle. Danny. Allô, Danny Boy. Allô, Eliane. Fidèle au poste. Un petit bonjour alors, Paul. On se reprend. Marie-Josée. Hey, allô, Ignoman. Ignoman, c'était notre guide au Népal, à Bali. Notre merveilleux guide à Bali. Bon matin, Joanne. Louise. Oh, Annie, oh, tu rentres dans un parcours à l'automne. Wow, on va être ensemble. Très content. Charlie, allô? Hey, l'île de la Réunion qui est présente. Stéphane, allô, Stéphane Leblanc. Bon matin. Rose. Geneviève. Alors, on va se laisser encore une couple de minutes. De toute façon, vous pourrez le revoir et les gens pourront le revoir en différé. Hey, bon matin, Rodriguez. Sylvie. Alors, dans 1 ou 2 minutes, on va commencer. J'ai vraiment hâte de vous partager quelques enseignements. Écoutez, je ne savais pas trop quoi partager, alors je suis allé vraiment intuitivement. Là, il y a tellement de choses à vous partager. Je vais très bien, merci Rodriguez. Vraiment, on vit une aventure fabuleuse à la Maison des leaders, qui a été douloureuse pour beaucoup de leaders du Québec, mais les découvertes qu'on fait, les rencontres qu'on réussit à avoir, c'est très touchant. Et j'ai la chance personnellement que tous les gens que j'aime autour de moi, là, ils sont très très proches, vont bien. Donc ça, c'est un privilège qu'il faut vraiment savourer. Bonjour Michel, Stéphanie, Jean-Philippe, allô? Hey, je t'ai envoyé un nouveau client hier à la clinique PCN. Alors écoutez, je pense que je vais commencer tranquillement. Ben, premièrement, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a amené, dans le fond, cet élan d'être avec vous autres ce matin. Depuis le début de la pandémie, j'ai investi puis essayé dans le fond, de garder toute mon énergie pour les gens très proches de moi et pour la Maison des leaders, pour la communauté de nos leaders. Donc, on a mis en place des méditations tous les matins, un rituel de méditation tous les jours, 5 jours par semaine.
j'étais en live avec la communauté tous les jours également. Mais depuis 2 semaines, on continue les méditations à temps plein, mais je suis en live uniquement le vendredi. Puis dans le fond, je suis en live et j'étais là pour partager les enseignements qu'on découvrait sur la route. Parce que probablement, comme beaucoup d'entre vous, on s'est complètement réinventé pour être capable de poursuivre nos rencontres, mais en virtuel. Et c'était tellement riche, je recevais tellement d'enseignements, je faisais tellement de découvertes magnifiques que j'avais le goût de les partager. Et la semaine dernière, comme les choses ont commencé à se placer un peu à ralenti, je me suis dit, oh mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir partager aussi à tous mes amis les découvertes magnifiques qu'on fait à la Maison des leaders, les réflexions qu'on fait qui, je pense, nous permettent de traverser cette crise-là différemment. Alors c'est pour ça que je suis là ce matin. Alors je vais y aller un peu popcorn, un peu je vous lance quelques réflexions, je vous les partage, je vous les dépose dans le fond. Mon ami Jean, qui a été longtemps dominicain, disait qu'on était comme des dominicains à la Maison des leaders. Les dominicains, c'est une congrégation de moines. Il disait, on explore les mystères de la vie et ensuite on partage les fruits de notre exploration. Mais dans le fond, c'est un peu ça, la Maison des leaders. On explore les mystères de la vie, puis comme ce matin, on partage, on essaie de diffuser un peu les découvertes qu'on fait. Alors, je commence par la première, qui est un cadeau, je trouve, cette question-là. Ça fait des années et des années qu'à la Maison des leaders, ça va faire bientôt 20 ans, qu'on se pose toujours la question quand on arrive. Nous, on prend toujours le temps de se déposer, de se reposer, de se rencontrer vraiment. Et on se pose la question, comment ça va? Comment on se sent ce matin? Mais on a réalisé, mais Eric nous a fait réaliser que cette question-là, comment ça va, est un peu binaire. Puis elle ne nous dit pas vraiment ce qui se passe chez l'autre, si on ne va pas plus loin. C'est un peu comme se dire, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Comme s'il y avait des belles et des pas belles journées. Mais ça ne nous dit rien de ce qui se passe vraiment. Si je vous dis par ailleurs, aujourd'hui, il y a un peu de bruine, il y a des nuages, mais le temps est doux, il n'y a pas de vent. Alors là, tout d'un coup, on commence à avoir une idée de la température de ce qui est là. Alors c'est la même chose sur comment ça va. Alors on s'est dit, si comment ça va est trop binaire, trop réducteur, quelle question on pourrait se poser pour commencer nos rencontres? Alors je vous dépose la question, une question que m'avait posée mon ami Frédéric Laloux, qui me pose d'ailleurs à chaque fois qu'on se parle. Qu'est-ce qui est vivant en toi ce matin? Qu'est-ce qui est là dans la nature ce matin, dans le fond? Au lieu de se dire, il fait beau, il fait pas beau. Qu'est-ce qui est là, présent en toi? Qu'est-ce qui est vivant en toi ce matin? Alors, je vous invite à prendre peut-être quelques secondes de silence pour vous poser cette question-là. Hey, qu'est-ce qui est présent en moi ce matin? En tout cas, moi, ce qui est présent en moi, là, je me sens tout excité d'être avec vous autres. Je suis content d'être là. Et cette question-là, je vous invite à vous la poser régulièrement et à la poser peut-être aujourd'hui à quelques personnes autour de vous, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est vivant en toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui bouillonne? Parfois, c'est des peurs, des inquiétudes, de la joie, toutes sortes de choses, un peu comme la température. Alors, voilà, je vous invite à vous poser cette question-là quand vous vous croisez. L'autre prise de conscience qu'on a faite, c'est qu'on devait développer une nouvelle compétence présentement, notre capacité puis la qualité de présence virtuelle. Quand on a commencé nos Zooms, les gens avaient leur cellulaire, il se passait toutes sortes de choses autour d'eux. Alors comment on peut, par la pratique de l'attention et de la vigilance, être vraiment présent autant dans nos Zooms qu'on l'est en personne? Alors les deux qualités, effectivement, qu'on doit développer, c'est notre attention, ça veut dire notre capacité à rester là avec les gens dans le Zoom avec qui je suis, rester là pour être à l'écoute de ce qui se passe. Et la vigilance, c'est je m'en rends compte quand je ne suis plus là, puis je reviens. Donc l'attention et la vigilance sont les deux qualités à développer pour être présent. Mais quand on est dans un Zoom, quand on est chez nous, on a quand même beaucoup de gens autour de nous dans la maison. Donc comment être à la fois d'une grande présence aux gens qui sont là, mais être capable, à un moment opportun, d'être attentif à un autre endroit, puis de revenir avec une grande vigilance. Alors, qu'est-ce qui est vivant en moi? Et comment développer notre présence, même dans le virtuel? Une autre chose que j'ai le goût d'aborder avec vous autres, parce que ça a été beaucoup abordé, sûrement chez vous, mais dans la Maison des leaders,
ça a été l'insécurité de ce que la pandémie a apporté. Beaucoup d'insécurité. On ne sait pas ce qui va arriver demain, on est inquiet. Donc, et cette insécurité-là, malheureusement, on est basculé dans le besoin ou la pensée que ce serait nos gouvernements qui nous sécuriseraient, nos entreprises. Et là, j'ai vu tous ces patrons de la Maison des leaders essayer de sécuriser les autres parce qu'ils avaient l'impression que leur job, c'était de sécuriser les autres. Et on a eu beaucoup de dialogues autour de ça. Est-ce que ma job à moi, c'est de sécuriser les autres? Ou au contraire, ma job à moi, c'est d'apprendre à danser avec l'insécurité de la vie, puis d'accompagner les autres à danser eux aussi avec l'insécurité de la vie. Leur dire que dans le fond, la sécurité, la réelle sécurité, ils vont la trouver à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pas moi qui va leur donner. Parce que dès que je vais les avoir sécurisés sur un truc, il y a un nouveau truc qui va apparaître, une nouvelle insécurité. Alors on a une occasion en or dans cette crise d'apprivoiser le fait qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas encore ce qui va arriver. Visiter notre insécurité, notre vulnérabilité. Le Dalai Lama, vous savez, avait dit que le top du top de la sécurité, c'est quand j'en arrive à aimer l'insécurité de la vie. Aimer pas savoir. Mais c'est le fun, pas savoir. Quand on va au cinéma, on ne veut pas savoir la fin du film. C'est merveilleux de pas savoir. La journée, on arrive à dire c'est merveilleux de pas savoir. Ça veut dire que tout d'un coup, c'est installé en nous une certaine confiance que ça va bien aller, comme on dit. Qu'on saura au moment opportun et qu'on trouvera, si on est vraiment présent sur la route, on trouvera au moment opportun les solutions aux enjeux qui se présenteront à nous. Mais avant d'être capable d'aimer l'insécurité de la vie, il faut apprendre à l'apprivoiser, à être présent à ses peurs, à ses doutes, à sa vulnérabilité. Vous savez, la vulnérabilité, pour moi, les gens me disent parfois, mais Rémi, pourquoi tu dis qu'il faut oser sa vulnérabilité ou la partager? C'est pas tellement de la partager, notre vulnérabilité, qui est le plus important. Parfois, c'est utile, mais c'est au moins de la connecter. Parce que cette fragilité, cette sensibilité qu'on avait quand on est venu au monde, on le sait très bien quand on était petit, et cette vulnérabilité qu'on redécouvre à la fin de notre vie, mais on oublie que toute notre vie, on est vulnérable. Toute notre vie, il y a une sensibilité, la vie est fragile. Et oser avoir accès à cette vulnérabilité-là en nous, c'est avoir accès à la vie. Vous savez, si on ne se donne pas accès, si on est tellement fermé, si notre carapace est tellement solide, puis on n'a pas accès à notre vulnérabilité, on n'aura pas non plus accès à la joie. Plus on devient poreux à sa vulnérabilité, puis on est capable de la rencontrer, puis de sentir qu'on est connecté, que la vie est fragile, bien plus on va être connecté aussi, puis plus on va être poreux à la joie. Je lis justement Valérie qui nous dit effectivement, il faut sortir de sa zone de confort, puis présentement, la crise, elle nous amène. Mais malheureusement, on voudrait tellement revenir tout de suite dans la sécurité, vouloir tout contrôler. Je vous raconte d'ailleurs un bel enseignement que nous a donné Karine, qui est une de nos membres de groupe. Elle nous disait, c'est particulier, je traverse la crise avec beaucoup plus de sérénité ou de tranquillité que j'ai jamais eu. Et je suis surprise. Puis elle a quand même des centaines et des centaines d'employés qui travaillent avec elle. Puis on lui a demandé, mais c'est quoi qui fait que tu penses que tu es plus tranquille? Et elle nous a dit, bien, premièrement, avant, j'avais l'impression que comme leader, je devais tout savoir. Je devais avoir des solutions, puis je devais toujours démontrer que j'étais en contrôle. Je devais même être en contrôle. Mais avec tout le travail que j'ai fait sur moi les dernières années, je pense plus ça. Je pense plus que je dois être en contrôle de tout, puis je dois tout savoir. Alors elle dit, maintenant, j'ose dire à mes équipes, devant ce qui se présente, écoutez, je le sais pas, j'ai des peurs comme vous autres, je doute moi aussi, mais je doute pas qu'on va trouver ensemble. Et là, on a découvert à travers le dialogue que ça avait eu 3 impacts, ça. Premièrement, ils sont touchés par la confiance qu'elle leur porte. Imaginez-vous comment il faut être solide comme leader intérieurement pour dire à ses équipes, je le sais pas, je doute, j'ai peur. Alors, ils ont été extrêmement touchés par la confiance. Deuxièmement, ça les légitime. Parce qu'ils se disent, ah ben tu sais, si elle ne sait pas, puis elle doute, puis elle a le droit de ne pas être en contrôle, ben moi aussi. Alors imaginez-vous pour les gestionnaires intermédiaires qui aussi travaillent avec des équipes,
bien tout d'un coup, il arrête de se demander d'être en contrôle sur tout. Et la troisième chose qu'elle n'avait pas réalisée, quelqu'un d'autre dans le groupe lui disait, mais tu sais quand tu dis « je le sais pas », ce que tu dis aussi à l'autre, c'est « donc j'ai besoin de toi ». Et on a besoin qu'on ait besoin de nous. Donc, oser dire aux équipes, aux gens autour de nous, je ne le sais pas, mais j'ai besoin de toi, alors j'ai besoin de toi. C'est incroyable ce que ça crée comme dynamique d'équipe. Ce qu'on a découvert à travers les dialogues à la Maison des leaders, c'est à quel point on a toutes sortes d'addictions. Et le fait qu'on perd nos repères, là, on réalise à quel point nos addictions reviennent, comme dans cette période-ci. Puis une des addictions qu'on a, c'est fou comment on est addictif au contrôle. On a besoin de tout contrôler. Mais le contrôle, c'est toujours une réaction à notre insécurité. Donc il faut être capable de rencontrer notre insécurité. Ah ben tiens, ce matin j'ai peur, je doute, je ne le sais pas. Apprivoiser ça, embrasser ça, se dire que c'est normal. Et après ça, être capable de se dire, OK, ben pour être bien, puis pour que les autres soient bien, c'est quoi les besoins qui se présentent à nous aujourd'hui dans ce contexte-là? Et ensemble, sur la route, on trouve les solutions à mesure. Karine nous a donné un deuxième enseignement. Elle disait, je pense aussi que ce qui fait que je traverse ça de façon plus tranquille, c'est que chaque jour, avant, je faisais ma to-do list de ce que je voulais faire dans la journée. Bon, j'ai encore une petite addiction, mais surtout, je me pose la question, c'est quoi mon intention aujourd'hui? Comment j'ai le goût de vivre cette journée-là? Comment j'ai le goût d'être avec les autres aujourd'hui? Alors imaginez-vous, elle a quitté cette idée qu'elle devait être parfaite, tout savoir, être en contrôle. Elle est donc beaucoup plus tranquille. Et comme son intention, c'est d'être là, aimante, à l'écoute, ben elle est aussi tranquille parce qu'elle sait qu'indépendamment de ce qui va arriver, ça, elle peut l'être. C'est un choix qu'elle peut faire de rester là, présente et à l'écoute des gens autour d'elle. Il y a beaucoup de nos leaders, beaucoup de gens qui ont fait les parcours d'entrée à la Maison des leaders qui nous ont dit, qui nous ont témoigné que s'ils n'avaient pas fait ce travail-là, qu'on le fasse à la Maison des leaders ou ailleurs, s'ils n'avaient pas fait un minimum de travail pour se rencontrer soi-même, mieux se comprendre comme être humain, mieux comprendre les êtres humains, ils ne traverseraient pas la crise de cette façon-là. Alors ici, j'en profite pour vous le dire, on part des nouvelles cohortes à l'automne à Québec et à Montréal. C'est un parcours de 2 ans. Alors, si vous avez des personnes qui ont le goût, si vous avez le goût, vous autres, de faire un chemin, comme Annie qui disait qu'il va se joindre à un parcours à l'automne, bien, il reste quelques places, mais que ce soit à la Maison de leader ou ailleurs, engagez-vous à vous rencontrer vous-même pour justement embarquer sur un chemin de liberté. Vous savez, ce chemin-là de la rencontre de soi, c'est un chemin de liberté. Puis plus on se sent libre, plus on se sent léger, bien plus on est utile pour les autres autour de nous. Alors, il reste quelques places dans les groupes, mais la communauté, pour pouvoir marcher avec la communauté, bien, c'est infini. La communauté virtuelle, bien, on a des gens de partout dans le monde qui se joignent à nous par le virtuel. Un autre bel enseignement que j'aimerais vous partager, c'est celui du Cirque Éloise. Donc, vous connaissez notre fameux Cirque Éloise, qui est un cirque super du Québec. Alors, bien sûr, eux autres, quand tout est arrivé, leur président, Jeannot Pinchot, qui est à la maison depuis longtemps, a dit à tout le monde, bien écoutez, des spectacles, là, il n'y en aura pas avant un long bout, alors on arrête, on accepte ça, on accueille la situation et on s'en va tous chacun chez lui. Il est retourné chez lui. Et il s'est dit, bien, moi, est-ce que je suis seulement le cirque? Est-ce qu'on est uniquement un cirque? Et là, il a réalisé, parce que c'est un travail qu'il avait fait beaucoup sur lui, comment il s'est identifié au gars du cirque. Toute sa vie, il s'est identifié depuis très jeune. Moi, je suis un gars de cirque, je suis le cirque, je suis le métier que je fais. Et là, il s'est dit, mais je suis bien plus que ça. Ma gang aussi. On est toute une gang de créateurs. Et si, comme une gang de créateurs, on oubliait pour un moment qu'on était un cirque et qu'on écoutait ce dont la société québécoise a besoin, puis qu'on se mettait au service, avec toute notre intelligence créative, au service des autres. Alors, il a rappelé tout le monde. Imaginez-vous présentement le cirque, ou plutôt, cette gang de créatifs-là. Ils se sont mis à l'écoute des soignants, à l'écoute des patients,
à l'écoute des personnes dans notre société qui sont inquiets et ils sont en train de développer toutes sortes de parcours et d'activités qui sont bien au-delà du cirque pour répondre aux réels besoins autour d'eux. Voyez comment quand on est prisonnier de soi-même, tout d'un coup on devient paralysé et on se dit je ne peux plus rien faire. Ben eux, ils ont décidé qu'ils quittaient cette espèce de couche identitaire, je suis un cirque, ou je suis un médecin, ou je suis un... pour dire, mais là, présentement, qu'est-ce qui serait utile d'être pour les Québécois, pour ma gang, pour les gens autour de moi? Alors, ils sont allés puiser dans leur élan créateur, et présentement, ils sont en train de concocter des choses magnifiques. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Alors, belle prise de conscience de se dire, moi, à quoi je me suis identifié? Vous savez, on dit souvent, les êtres humains, « Ah, moi, je ne suis pas de même, qu'est-ce que tu veux faire? » Ben, je pourrais peut-être être autre chose que ça. Un autre enseignement, ou plutôt une prise de conscience importante qu'Hélène nous a fait réaliser dans un groupe. Hélène, elle a une entreprise, elle offre des services et des produits aux pompiers partout à travers le Québec, donc un service essentiel. Mais bien sûr, parce que la crise est aussi présente dans son industrie, parce que plusieurs personnes n'étaient pas à l'aise de venir travailler, le chiffre d'affaires a réduit, puis elle s'est dit cette année, on ne fera pas d'argent. Et elle dit, tout à coup, il m'est apparu, cette année, on ne fera pas d'argent. Et tout d'un coup, cette croyance que l'entreprise doit absolument, chaque année, d'année en année, avoir de la croissance, des profits, puis qu'elle existe pour ça, tout d'un coup, cette espèce de colonne du temple dans le monde des organisations, tout d'un coup, était fragilisée. Elle s'est dit, c'est pas pour ça que l'entreprise existe. Notre entreprise, elle existe pour servir, pour offrir les meilleurs produits et services à nos pompiers pour qu'ils puissent prendre soin des Québécois. Il y a 175 personnes qui travaillent, qui gagnent leur vie grâce à ça. Alors qu'on fasse de l'argent une année et qu'on n'en fasse pas, c'est pas très grave. Et ça a résonné, vous n'avez pas idée le nombre d'entrepreneurs qui étaient autour du Zoom. Revenir à la mission de pourquoi on fait le métier qu'on fait. On peut choisir que l'objectif pour moi, c'est de faire de l'argent puis assurer de la croissance. Mais c'est pas ça la mission. La mission, c'est d'offrir avec beaucoup de présence et d'amour un service, un produit aux gens qu'on sert et permettre à une grande communauté de pouvoir aussi gagner leur vie en faisant ça. On a reçu aussi un bel enseignement de Céline. Une de nos leaders souffrait dans un groupe et Céline lui a dit, puis elle semblait comme se culpabiliser de souffrir. Présentement, là, on a plusieurs occasions de souffrir. On est inquiet pour notre boulot, pour les gens qu'on aime, on est inquiet, donc il y a de la souffrance. Et elle lui a dit tout simplement, et si... Elle lui a dit 3 choses. Et si tu prenais juste le temps de reconnaître la souffrance qui est là, pas la juger, la reconnaître, l'accueillir, l'embrasser même. Puis deuxièmement, te dire, c'est normal. Un être humain, là, une des réalités de l'être humain, c'est qu'on souffre. Hein? On côtoie la joie et la souffrance tout au long de notre vie, alors c'est normal. Mais dit la troisième peut-être que là, c'est de dire, OK, comme je souffre, c'est quoi mes besoins? De quoi j'aurais besoin à ce moment-ci pour être bien et traverser cette période un peu difficile autrement? Alors, un bel enseignement qu'on a reçu. Il y a eu une autre réflexion qui est apparue. Beaucoup de gens disaient dans les hommes, mais là, présentement, je ne travaille pas, je ne me sens pas utile et je trouve ça difficile de ne pas me sentir utile. Donc, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont aussi dans cette réflexion-là, mais en quoi je suis utile? Je ne sers à rien, tu sais. Moi, mon amoureux, entre autres, qui adore ses clientes, qui est coiffeur, il se dit, là, il s'est mis à faire des meubles pour nos fils, il s'est réinventé un peu comme le cirque. Mais pour lui, c'était comme, mais je me sens pas tant utile, je peux-tu aller travailler dans des CHSLD quelque part où il a donné son nom, mais comment un tel besoin d'être utile? Vous savez, c'est merveilleux de pouvoir être utile. Mais ce qu'il faut visiter, c'est laquelle des parties en moi a absolument besoin d'être utile, sinon je ne mérite pas mon existence. Voyons. Inutile et tout va très bien et être bien. Puis une journée être plus utile.
Souvent, les gens vont visiter ça quand ils arrivent à la retraite, ce sentiment de ne plus être utile. Mais je pense que là, il faut l'observer. Parce que si on a absolument besoin de toujours se sentir utile pour avoir l'impression qu'on mérite notre existence et que notre vie a un sens, bien, on va se mettre à en faire trop et de ne pas faire nécessairement les bonnes affaires. Ce qu'il faut aller visiter à l'intérieur de nous, est-ce que dans le fond, je fais tout pour être utile, dans le but d'apaiser ma peur de ne pas être utile, ou mon besoin d'être utile, ça veut dire que je suis centré sur moi, ou au contraire, je suis bien, j'ai rien à mériter, rien à mériter pour être aimé, pour mériter mon existence. Par ailleurs, je demeure à l'écoute des gens et de la vie autour de moi, et si je me sens invité à être utile, j'irai par cet élan vers l'autre à être utile, non pas pour me déculpabiliser ou par ma peur de ne pas mériter ma vie. Alors je peux vous dire que ça a été toutes sortes de dialogues autour de l'utilité. Ça a été très émouvant, bouleversant. Beaucoup ont réalisé à quel point ils en faisaient beaucoup trop. Et c'est d'ailleurs mon cas. Très souvent, je bascule dans le trop. Je veux trop en faire. Parce que peut-être que moi aussi, j'ai besoin qu'on ait besoin de moi, puis j'en fais trop. Alors, comment observer ça avec tendresse, en riant, de dire, ah ben me voilà, que je suis basculé dans ce besoin d'en faire trop, comme s'il fallait que j'en fasse tant pour mériter ma vie. On n'a rien à mériter. Il n'y a rien à faire. Un de nos amis, Dominic Rankins, à qui on a parlé, qui est un chef spirituel autochtone pendant cette pandémie, nous a dit, vous savez, c'est pas ce qui fait qu'on est bien, c'est pas parce qu'on s'aime. C'est que tout d'un coup, on se sent aimé par la nature, aimé par plus grand que nous. Et quand on se sent aimé, tel quel, on réalise qu'il n'y a rien à faire. Et que là, on peut vivre sa vie avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'espièglerie, tout en étant très à l'écoute des messages de la vie pour être utile là où on est convié. Alors parfois, on est convié à se reposer, à se poser, à se déposer. Parfois, on est invité à agir et à aller vers les autres. Ah oui, je ne veux pas être trop long, alors je vous donne peut-être un ou deux trucs à nouveau. Ah oui, il y a plusieurs personnes présentement dans la communauté, bizarrement dans ce qui se passe présentement, qui ont choisi d'aller vers des communautés, aller vivre dans des communautés, plus dans la nature. Et donc, une entre autres, Aline nous disait, mais pour faire ça, il faut que je me dépouille de tous mes biens. Alors, mon amoureux et moi, avec les enfants, on a décidé de se dépouiller de tout pour éventuellement partir. Ils l'avaient déjà fait une fois, ils vont le refaire une deuxième fois. Et elle a dit, j'ai réalisé à quel point on est attaché à toutes sortes de trucs. C'est fou. Hein? On est attaché à notre histoire, on est attaché à nos souvenirs, on est attaché à toutes sortes de trucs. Elle dit, c'est un travail merveilleux pour réaliser tous mes attachements. Mais elle dit, je réalise, en me dépouillant, parce qu'il y a une grande partie de fait, que plus de bien me permet d'avoir, moins de bien plutôt, me permet d'avoir plus de liens. Parce que les biens qu'on possède nous demandent, il faut les épousseter, il faut s'en occuper, etc. Elle dit, dans le fond, moins de biens, mais plus de liens. Et donc, tout d'un coup, ça confirme son élan pour aller vers des communautés. Et là, il y a eu toutes sortes de témoignages dans le groupe. Il y a des gens qui ont dit, ben moi, je réalise que présentement, j'ai très peu de revenus, j'ai moins d'argent, mais j'ai plus de temps. Et moi, ce qui m'est venu, c'est moins de vitesse, plus de tendresse. Alors peut-être une partie de la façon dont on doit se réinventer, c'est d'aller vers les moins. Moins de biens, plus de liens. Moins d'argent, plus de temps. Moins de vitesse, plus de tendresse. Mais la dernière chose peut-être que j'aimerais aborder avec vous, parce que c'est une question qu'on m'a posée à la Maison des Dames et qu'on me pose très souvent quand je sors de l'organisation, c'est pensez-vous qu'il va rester quelque chose de ce qu'on était en train d'apprendre?
pensez-vous qu'il y a quelque chose qui va rester de ce qu'on a réinventé là? Ben, ma réponse est je le sais pas. Je le sais pas. Comme je le sais pas s'il va y avoir un vaccin piquant, puis je le sais pas s'il va y avoir une récidive, je le sais, on le sait pas et on peut-tu juste pas savoir? Ce que je sais par ailleurs, c'est que c'est bouleversant présentement, toutes ces personnes qui se réinventent. C'est bouleversant de penser que le patron du mouvement des jardins ose, avec ses 45 000 employés, les dialogues autour de comment on danse avec l'insécurité, comment on arrive à prendre soin les uns des autres dans ça. Il leur dit qu'il les aime, imaginez-vous. Alors, il se passe toutes sortes d'affaires présentement exceptionnelles qui ne pourront pas ne pas avoir lieu. Ils vont être inscrites dans notre génétique quelque part. Peut-être ça ne paraîtra pas, mais il y a une trace qui va être restée. Alors, ce qui est important, c'est qu'on soit présent, là, qu'on prenne soin les uns des autres. Dans ce déconfinement, là, je vois qu'il y a toutes sortes de réactions. Alors, comment être très accueillant, que certaines personnes ont peur, d'autres moins peur, devenir curieux des autres. Et cette attention, cet amour inconditionnel qu'on aura eu les uns pour les autres, ça ne pourra pas ne pas avoir eu lieu. C'est ce qu'on vit dans le présent chaque instant, d'un instant à l'autre, qui va teinter notre demain. Alors, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que présentement, je suis dans une immense gratitude. On a des dialogues à la Maison des leaders touchants, mais présentement plus touchants qu'on n'a jamais eu. Je suis certain qu'avec vos amis, avec vos équipes, vous avez des dialogues encore plus profonds qu'on n'a jamais eu. Il y a des dialogues qui s'ouvrent qui n'avaient pas eu lieu jusqu'ici, sur l'environnement, sur notre façon de vivre l'aventure. On a même eu un dialogue bouleversant sur l'amour véritable. Tu sais, moi, je me disais, l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Mais avec notre ami Jean Proué, grâce à cette période-là, Jean Proué nous a dit, l'amour véritable a 4 conditions. Il est désintéressé, aimé de façon désintéressée. Il est inconditionnel, bien sûr. Il permet à l'autre, à la vie, à tout d'être. Et il est universel. Présentement, j'ai l'impression qu'on touche à toutes ces formes d'amour. On est beaucoup plus touché par ce qui se passe dans les autres pays que jamais avant. On est touché par ce qui se passe proche de nous. On essaie d'être utile pour les autres sans nécessairement essayer de retirer quelque chose. Je vois de plus en plus d'altruisme présentement. Alors je vous laisse avec cet enseignement de Jean, l'amour véritable. Il est désintéressé, inconditionnel. Il permet à l'autre, à soi-même, à tout d'être. Et il est universel. Alors imaginez-vous si on fait vraiment l'expérience de l'amour véritable chaque matin, chaque journée, pendant cette crise. Je pense qu'on sème ce qu'on souhaite qu'il pousse après cette crise-là. Alors écoutez, je vous embrasse, je vous aime. Je vous souhaite que vous puissiez vous autres aussi être sur un chemin de liberté, puis qu'on puisse ensemble devenir les vieux qu'on a le goût de devenir, les parents qu'on a le goût d'être, les collègues de travail qu'on a le goût d'être les uns pour les autres. Je vous souhaite une magnifique journée ensoleillée, une belle semaine. Prenez soin de vous.